Je travaille pour une entreprise de nettoyage de scènes de crime depuis environ 5 ans. Je ne pourrais pas révéler le nom parce qu'il n'y a pas beaucoup de ces organisations dans mon état, ni divulguer la zone de la ville où mes rencontres ont eu lieu. Je ne suis pas sûr de pouvoir avoir des problèmes avec le département de police local, mais je préfère ne pas prendre de risques. Notre travail comprend les homicides, les suicides, les décès de locataires et la bioremédiation des véhicules avec du sang. Essentiellement, nous nettoyons après tout type de décès ou de meurtre. L'incident que je vais partager avec vous s'est produit lors de ma première année de travail. À cette époque, on nous assignait des partenaires pour nous aider à nettoyer la scène. Marc, un homme noir de 25 ans, a été mon premier partenaire. Marc était un type vraiment génial. Il avait un air de confiance et rien ne l'effrayait vraiment. Étant nouveau dans le travail, son comportement m'a énormément aidé car j'avais tendance à avoir peur. Ce travail en particulier consistait à nettoyer une scène de meurtre. Selon la police, 2 hommes avaient été tués de manière exécutive. Quand Marc et moi sommes arrivés sur les lieux du crime, les détectives sortirent par la porte. Marc est entré le premier et a regardé autour. Il est sorti, a souri et a dit « C'était des salauds malades ». En entrant dans le salon, je pouvais sentir l'odeur familière du sang. Si vous n'avez jamais été près de sang frais, cela sent les vieilles pièces de monnaie, et je ne dis pas cela pour être drôle. Au fil des ans, j'ai développé la capacité de décrire les nombreuses odeurs des scènes de crime. Quoi qu'il en soit, pour revenir à l'histoire, quand je suis entré dans le salon, il y avait 2 contours montrant où les corps étaient allongés. À la base du mur opposé au contour, il y avait des éclaboussures. Éclaboussure est le mot que j'utilise pour décrire presque tout. Dans ce cas, c'était un mélange de matière cérébrale, de sang, de fragments de crâne, de tissu facial, de tissu fécal et de dents. Ce qui était étrange dans cette scène, c'est que quelqu'un avait pris son doigt et dessiné 2 symboles dans les éclaboussures sur le mur. C'était la première fois que je voyais quelque chose comme ça. Alors j'ai demandé à Marc ce qu'il en pensait. Sa réponse a été « Les gens sont malades, mec, ils sont sauvages ». Ensuite, Marc et moi avons commencé le processus de retrait des meubles restants pour pouvoir arracher le tapis de la pièce et enlever le rembourrage en dessous. Pour mémoire, ce n'est pas comme dans les films où vous vaporisez une solution magique sur le tapis et frottez simplement le sang. Le sang s'imprègne dans les tapis et tache même le béton ou le bois en dessous. Alors que nous commencions à couper le tapis le long des bords du mur, Marc s'est arrêté. Ses yeux se déplaçaient d'un côté à l'autre comme s'il cherchait quelque chose. J'ai remarqué cela, mais je n'y ai pas prêté attention. Nous avons continué à couper et à enrouler le tapis et le rembourrage en dessous. Lorsque j'ai traîné le tapis jusqu'à la fourgonnette, Marc a commencé à traiter la dalle de béton avec une solution de nettoyage biologique. À mon retour, j'ai vu qu'il regardait toujours autour de lui. C'était étrange parce qu'il était toujours si concentré et normalement, quand nous faisions ces nettoyages, nous entrions et sortions en 2 heures. En revenant, j'ai commencé à lui demander si tout allait bien, et c'est alors qu'il m'a fait signe de me taire et a pointé le plafond. On pouvait entendre un son faible, comme quelque chose bougeant dans le grenier. Je lui ai dit que nous devrions finir vite, mais Marc s'est dirigé vers l'arrière de la maison. Naturellement, j'ai pensé qu'il allait aux toilettes. Marc avait l'habitude de faire ses besoins dans les endroits les plus aléatoires. Après avoir coupé la moitié du panneau de plâtre et retiré les plinthes, j'ai commencé à traîner les débris vers le jardin de devant. C'est là que j'ai remarqué pour la première fois que Marc n'était pas revenu, et je l'ai appelé. Rien. J'ai couru de retour dans la maison en pensant qu'il était assis sur les toilettes, mais quand j'ai ouvert la porte de la salle de bain, il n'était pas là. J'ai parcouru le reste de la maison, et il n'était nulle part. Finalement, je suis sorti par la porte arrière, et il était là, debout dans le jardin, en regardant vers une fenêtre du grenier. « Dude, qu'est-ce que tu fais ?» Marc, terrifié, avait la bouche ouverte et regardait vers le haut. Naturellement, je me suis tourné pour voir ce qu'il regardait, et en haut, dans une petite fenêtre du grenier, il y avait une lumière faible et une silhouette se déplaçant d'un côté à l'autre, comme si quelqu'un se balançait lentement. Marc a commencé à retourner vers la maison avec une expression déterminée. Je savais déjà ce qui allait se passer. Il allait monter au grenier. « Hé Marc, je ne pense pas que ce soit une bonne idée, mec. Nous devrions appeler la police. »« Oui, appelle-les, » a dit Marc. Marc est entré directement, a ouvert la porte du grenier et a commencé à monter les escaliers. Une fois que sa tête était dans le grenier, je lui ai demandé ce qu'il pouvait voir. « Du sang. »« Quoi ? Du sang ?»
Il a continué à monter dans le grenier et je l'ai suivi. Ce que j'ai vu était horrible. Un homme pendu aux poutres du toit, nu, sans bras ni jambes. Il avait des tiges de métal insérées là où ses membres auraient dû être, et son corps était suspendu en l'air par ces tiges. En dessous de lui, il y avait une mare d'urine et de matière fécale. J'ai vomi et j'ai commencé à me sentir étourdi. Marc a sorti son téléphone portable et a commencé à appeler la police. C'est alors que l'homme a commencé à parler lentement. Les portes de l'enfer sont ouvertes et se nourrissent du sang des enfants morts. Apportez-nous leurs âmes. C'était trop pour mon esprit. Je suis descendu les escaliers et je suis sorti par la porte arrière. Quelques minutes plus tard, Marc est descendu avec son téléphone à la main et a dit « La police ne va pas croire ça ». Le pire, c'est que, lorsque les 2 premiers policiers sont arrivés, ils nous ont interrogés comme si nous étions des suspects. Puis l'un des détectives des homicides que nous connaissions est arrivé et leur a expliqué que c'était notre travail de nettoyer ces scènes. Nous sommes restés pendant que les ambulanciers sortaient l'homme du grenier. L'un des ambulanciers a dit que c'était l'une des pires choses qu'il avait vues. Ce qui a encore aggravé la situation, c'est que nous devions nettoyer le grenier de la maison. Jusqu'à aujourd'hui, Marc et moi parlons encore de ces événements. Il appelle cela mon initiation dans le métier. Il n'y a pas longtemps, je suis passé devant cette propriété en route pour un défilé de Mardi Gras. Une famille y vit maintenant. C'est quelque chose de sinistre. Une famille entière dans une maison où il y a eu un quadruple homicide, de la torture, et Dieu sait quoi d'autre. Ils auraient vraiment dû enquêter avant d'acheter cette propriété. Pour commencer, il vous faut un peu de contexte pour comprendre comment je suis arrivé à cette situation. Lorsque j'ai terminé le lycée vers 2003, trouver un emploi était difficile. Alors j'ai pris n'importe quel travail horrible que je pouvais pour m'en sortir. J'ai trouvé un travail de nettoyage des dégâts d'incendie et d'eau à temps plein. J'étais excité d'avoir des revenus stables et de commencer à économiser. Mais cela s'est rapidement transformé en un cauchemar que j'ai dû endurer pendant presque 2 ans. L'entreprise pour laquelle je travaillais m'a assigné mon premier travail, qui était une réclamation de nettoyage des dégâts d'eau où un sous-sol avait été inondé d'eau usée. Après quelques jours de travail, nous avons terminé et sommes passés au travail suivant. Le patron m'a appelé dans son bureau le lendemain matin et m'a parlé d'une équipe spéciale qu'il formait et m'a demandé si je voulais être le chef de l'équipe, supervisant 3 autres gars qui venaient d'être embauchés. Cela m'a semblé étrange, car je travaillais là depuis environ 3 jours seulement, mais j'ai pensé que mon éthique de travail portait déjà ses fruits et que je recevrais une augmentation. Je ne gagnais que 10 $ de l'heure pour commencer. Non seulement je n'ai pas reçu l'augmentation, mais je n'ai reçu aucune formation pour le nouveau poste, à part une camionnette avec des matériaux de nettoyage et un numéro de téléphone pour les 3 nouveaux gars embauchés pour faire le nettoyage des dégâts d'incendie et d'eau. Le patron m'a dit quels outils étaient les meilleurs à utiliser et quels produits de nettoyage utiliser pour désinfecter, ainsi que l'emplacement de tout dans la camionnette, les combinaisons de matières dangereuses et les masques, mais il est resté vague sur le type de choses que j'aurais à nettoyer. Il a seulement dit que les situations étaient toujours différentes et que je recevrais des instructions détaillées pour chaque travail. Il m'a appelé chef d'équipe CSC. Le patron m'a dit que je n'aurais jamais à voir le défunt, car le médecin légiste aurait emporté les restes au moment où mon équipe arriverait et que j'utiliserais ma logique pour déterminer ceux qui devaient être retirés des maisons et ceux qui pouvaient être nettoyés. Le premier travail dans ma nouvelle position, que le patron m'a raconté quand je suis arrivé au bureau, consistait à nettoyer les restes d'un homme ou d'une femme âgée qui était décédée chez elle et qui était restée assise dans son fauteuil. Quand nous sommes arrivés, le médecin légiste m'a fait entrer pour me montrer certaines choses considérées comme des matières dangereuses et qui devaient être retirées en raison du risque de maladie. Je suppose que mon patron connaissait certaines personnes du bureau du médecin légiste du comté et que beaucoup de travail provenait de leurs recommandations. Non seulement le défunt était encore dans la maison, mais il était totalement visible pour moi et les autres gars, et vous pouviez sentir la putréfaction à travers le masque parce que la maison n'avait pas de climatisation et que nous étions à la mi-juin. Le médecin légiste était en retard et attendait l'arrivée de plus de personnes pour charger le corps, car il était en train de se décomposer. J'appelle le corps « ça » parce que je ne pouvais honnêtement pas dire si c'était un homme ou une femme. J'ai essayé de ne pas trop regarder, c'était assez perturbant. Les 3 autres gars avec qui je travaillais s'en sont bien sortis, mais 2 d'entre eux ont été malades à cause de l'odeur et ont dû sortir pour vomir.
Nous avons tous attendu dehors après que le médecin légiste nous ait montré le fauteuil et les fluides qui avaient filtré dans le tapis du sous-sol, où les fluides avaient traversé le sous-plancher et s'étaient accumulés dans certaines boîtes au sous-sol. L'équipe de soutien du médecin légiste est arrivée et a emporté le corps, et mon équipe et moi avons commencé à travailler. Après environ 5 minutes, des choses étranges ont commencé à se produire. La première fut lorsque j'ai commencé à démonter le fauteuil. J'avais enlevé le dossier du fauteuil et je le mettais dans les sacs spéciaux pour matières dangereuses qu'on m'avait donnés. La base a commencé à se balancer alors que j'étais à environ 3 mètres en train de poser le sac contenant le dossier du fauteuil près de la porte d'entrée. Personne d'autre n'était dans la même pièce et les autres gars étaient au sous-sol en train de déplacer des boîtes. Je l'ai laissé passer et j'ai démonté la base du fauteuil autant que je pouvais. Lorsque je l'ai mise dans le sac, j'ai soudainement senti un frisson dans le dos et j'ai commencé à me sentir malade. J'ai juste pensé que c'était l'impact de CE que je nettoyais et j'ai continué. Avoir un frisson en plein mois de juin, complètement immergé dans une combinaison de matières dangereuses, c'était définitivement étrange. Puis, en retirant le tapis et en évaluant le sol pour voir s'il pouvait être nettoyé ou s'il fallait enlever une section du sol, j'ai appelé le patron pour lui demander et il m'a dit de simplement verser le nettoyant sur la zone et de le laisser s'imprégner dans les planches du sol et que ce serait bon. Je l'ai donc sorti de la camionnette, là où il m'avait dit qu'il était, et je l'ai apporté à l'intérieur. Lorsque je suis entré, les 3 gars au sous-sol essayaient de sortir en trébuchant les uns sur les autres, et tous ont couru dehors. Quand je leur ai demandé ce qui se passait, les 3 ont affirmé qu'il y avait quelqu'un dans le sous-sol et ont supposé que c'était une personne sans abri ou un toxicomane. 2-3 a beaucoup de problèmes avec ce genre de choses. J'ai entendu dans une des fenêtres ouvertes du sous-sol, c'est la première chose que nous faisons quand nous commençons à travailler, ouvrir toutes les fenêtres possibles et garder les portes ouvertes. Alors peut-être que quelqu'un était entré avant que nous arrivions et s'était caché. Après quelques minutes sans rien entendre, un des travailleurs et moi sommes entrés armés d'une lampe de poche et d'un poteau de clôture en métal et avons fouillé le sous-sol. Il n'y avait rien là-bas, seulement les empreintes des couvre-chaussures que nous utilisons. Mais en commençant à monter les escaliers, nous avons entendu une horrible toux venant de quelque part dans le sous-sol. Encore une fois, rien. Mais le coin du sous-sol avait beaucoup de poussière soulevée, comme si quelqu'un avait récemment déplacé des choses, ce qui nous a définitivement inquiétés tous les deux. Nous avons appelé les 2 autres pour qu'ils reviennent à l'intérieur et s'occupent des boîtes, mais tous continuaient à sentir comme si quelque chose les touchait pendant qu'ils jetaient le matériel des boîtes contenant des fluides. Je suis retourné à mon travail à l'étage, mais j'ai découvert que le nettoyant que j'avais posé près des planches du sol n'était plus là. J'ai commencé à me frustrer un peu car c'était le seul gallon de nettoyant que j'avais et je me souvenais clairement de l'avoir posé là avant que les gars ne remontent en courant et que mon attention soit détournée. Alors j'ai sorti les déchets en pensant que je finirais par le trouver ou que les gars du sous-sol l'avaient pris pour le sol. Eh bien, je l'ai trouvé renversé derrière le sac contenant le dossier du fauteuil. C'était impossible. Il y avait environ 6 autres sacs devant celui-ci près de la porte d'entrée, et c'était un gallon de nettoyant. Peu de temps après cela, j'ai eu un autre de ces frissons, mais celui-ci a été provoqué par ce qui ressemblait à un murmure, bien que je ne puisse pas comprendre les mots. Alors j'ai nettoyé les planches du sol, sorti les déchets, travail terminé. Voici une autre partie effrayante. Cette même nuit, après que nous soyons rentrés chez nous après ce travail, chacun de nous, tous les membres de mon équipe, avons fait un rêve à propos d'un vieil homme nous disant que nous n'étions pas les bienvenus dans sa maison, que nous ne devions pas toucher à ses affaires et que nous devions partir. Dans mon rêve, j'étais seul à l'intérieur de cette maison. Le vieil homme pleurait, me disant que je détruisais ses affaires, des choses qu'il ne pouvait pas remplacer. Il essayait de me pousser hors de sa maison, mais c'était comme si je l'ignorais, même quand il me poussait et me criait dessus, sans réaction de ma part. Ensuite, il a jeté mon nettoyant dans un tas de déchets que j'avais fait près de la porte d'entrée, exactement là où je l'avais trouvé la veille. 2 des 3 gars de l'équipe m'ont parlé de leurs rêves concernant le vieil homme les poussant pendant qu'ils fouillaient dans les boîtes de photos ruinées et d'autres choses qui devaient être jetées en raison du risque de maladie causé par ces fluides. Ils ont également dit que c'était comme s'ils n'avaient aucun contrôle et étaient en pilote automatique. Ils étaient tristes mais ne pouvaient rien faire. Ce qui m'a le plus frappé dans les rêves des 2 autres gars, c'est qu'ils ont tous les 2 dit que l'homme se mettait tellement en colère qu'il commençait à tousser violemment et qu'il continuait à leur attraper les bras lorsqu'il touchait aux boîtes ou jetait des choses à la poubelle. Aucun des gars n'était dans la maison avec moi quand l'autre gars et moi avons entendu la toux dans le sous-sol.
Le gars qui est descendu au sous-sol avec moi a dit qu'il avait fait un rêve, mais qu'il se souvenait seulement de s'être réveillé triste, comme s'il avait fait quelque chose de mal, et avait eu une horrible quinte de tout, ce qui pourrait être une coïncidence. Mais dans mon esprit, je l'ai lié aux autres rêves que nous avions tous eus. Nous avons continué à parler de cela, et nous sommes arrivés à la conclusion que nous avions seulement une réaction à la situation, et que ce n'était que notre cerveau traitant ce que nous avions dû faire. Je suis très intéressé par la psychologie, alors je l'ai simplement rationalisé de cette manière autant que possible, et nous avons attendu de meilleures affectations le lendemain. Les travaux suivants n'étaient pas si mauvais. Nous avons nettoyé un peu de sang lors d'une invasion de domicile, sans victime, mais avec un gros désordre. Ensuite, il y a eu quelques autres scènes de crimes sanglantes avec des victimes, mais rien de notable ne s'est produit. Environ 2 semaines après le début du travail, nous avons commencé à apprendre les ficelles du métier et nous avons été divisés en 2 équipes différentes que je devais gérer en tant que chef d'équipe. Donc, je devais me rendre sur différents sites si les autres gars avaient un problème ou ne savaient pas quoi faire. Je pensais que je m'habituais au travail, tout comme les autres gars, car nous n'avions pas eu une autre expérience comme celle du premier travail, mais je me suis vite rendu compte que j'avais complètement tort. Le travail suivant concernait le suicide d'un homme d'âge moyen. Le médecin légiste avait déjà retiré le corps, mais c'était un désastre. Le type s'était tiré une balle avec ce que je crois être une arme de gros calibre ou un fusil de chasse, car il y avait des éclaboussures partout dans le sous-sol, une sorte de 2e salon. Il y avait des fragments de crâne incrustés dans le mur de plâtre, de la matière cérébrale partout, et, encore une fois, il n'avait pas été trouvé pendant un certain temps, donc l'odeur était horrible. La première étape du nettoyage consistait à utiliser notre aspirateur dorsal pour aspirer tout le matériel biologique dangereux. Le médecin légiste nous a dit en entrant qu'il se sentait extrêmement mal à l'aise dans la maison et que l'atmosphère y était étrange. Immédiatement, nous avons tous commencé à nous sentir claustrophobes, comme une sensation étouffante, en entrant dans le sous-sol. Pour aggraver les choses, la famille de l'homme était venue et pleurait à l'étage, bien que le bruit de l'aspirateur aidait à annuler cela. Pendant que je nettoyais, l'électricité s'est coupée et il faisait complètement noir là-bas. C'était étrange parce que mon aspirateur continuait de fonctionner. Peu de temps après, mon collègue de travail a commencé à crier. J'ai éteint mon aspirateur et suis monté les escaliers pour voir ce qui se passait. Je pensais qu'il avait peut-être touché un fil électrique, mais quand j'ai éteint mon unité d'aspirateur, il continuait de crier et je pouvais entendre des choses tomber. J'ai commencé à chercher à tâtons ma lampe de poche sur ma ceinture à outils et je lui ai crié pour lui demander ce qui se passait, mais j'ai seulement obtenu plus de cris de panique. Ensuite, j'ai vu dans l'obscurité quelque chose de plus sombre se déplacer dans ma direction. Je dois admettre que j'étais terrifié. J'ai glissé en essayant de reculer, cherchant toujours ma lampe de poche sur ma ceinture, je l'ai trouvée lorsque mon dos a heurté le mur du sous-sol. J'ai allumé la lumière et l'ai dirigée vers la forme sombre que j'avais vue et, quand la lumière s'est allumée, j'ai vu la forme d'un homme portant une chemise à carreaux, une barbe et une expression comme s'il allait m'attaquer, puis il a simplement disparu. Mon collègue de travail était derrière l'endroit où se trouvait cette entité, assis par terre, se balançant avec les mains sur la tête. Quand je me suis approché de lui, il a ramassé sa lampe de poche par terre, l'a allumée et a couru à l'étage et est sorti pour vomir. Je l'ai suivi en lui demandant s'il allait bien et pourquoi il criait. Je pensais peut-être que j'avais imaginé toute cette scène de l'entité parce que mon collègue criait, mais il m'a dit qu'il frottait le mur et avait l'impression que quelque chose tirait sur sa ceinture à outils. Il pensait que c'était moi, mais quand il s'est retourné, les lumières se sont éteintes et il a été enveloppé par ce qu'il a dit être comme une fumée noire, et il ne pouvait immédiatement plus respirer et avait du mal à bouger. Il a réussi à sortir sa lampe de poche, mais elle a été frappée de sa main comme si quelqu'un lui avait attrapé le poignet avec force ou quelque chose comme ça, et il a réussi à crier. Quand il a crié, des bibelots du système de divertissement sont tombés, à environ 1 mètre de son côté, et puis la fumée noire a reculé, mais il était sur le point de s'évanouir à cause de tout l'effort. Il a également dit qu'il avait perdu l'ouïe pendant tout cet événement, et que toutes ces choses du système de divertissement tombaient sur lui. C'est pourquoi il couvrait sa tête. Il a dit qu'il avait l'impression qu'un poids se levait de lui lorsque la fumée noire reculait, mais qu'il s'était immédiatement senti malade, et que la lumière de ma lampe de poche augmentait la maladie. Nous avons pris un déjeuner tôt, où il s'est simplement assis, pâle comme jamais, sans dire grand-chose de plus que de simplement respirer. Je lui ai acheté une boisson sportive, et sa couleur a commencé à revenir. Je ne lui ai jamais dit ce que j'avais vu,
parce que nous devions encore terminer le travail, et je ne voulais pas mettre cela dans sa tête, car il n'a jamais mentionné l'avoir vu. Nous sommes retournés à l'intérieur, les lumières du sous-sol étaient de nouveau allumées, la moitié des choses qui étaient tombées des étagères étaient de retour sur le système de divertissement, et la télévision était allumée sur un match de baseball. Il y avait aussi une odeur différente dans la pièce, semblable à des cheveux brûlés. Mon collègue est resté une demi-heure de plus, est de nouveau tombé malade, et est rentré chez lui pour la journée, me laissant seul pour terminer le travail, ce que, honnêtement, je ne voulais pas faire, mais je devais le faire car mes autres gars avaient des travaux ailleurs. Après avoir tout nettoyé avec mon aspirateur, j'ai commencé à frotter le vieux sang, qui est difficile après qu'il coagule, mélangé à la matière cérébrale, et c'est comme de la colle, même avec le nettoyant. En finissant, je continuais à voir la forme d'une personne toujours à côté de ma vision, et à chaque fois que je sentais cette étrange odeur de cheveux brûlés, et parfois je sentais aussi comme si une force tirait sur les articles de ma ceinture, je ne sais pas lequel, car j'avais plusieurs choses à ma ceinture. J'ai finalement terminé le travail. Je suis allé à la salle de bain à l'étage dans le couloir. En me dirigeant vers là-bas, j'ai entendu un cri ou un gémissement étouffé. Je me suis figé. J'ai pensé que c'était peut-être un membre de la famille qui était revenu. Quand j'ai regardé autour, il n'y avait rien et j'ai vu une photo d'un homme avec une barbe, portant une chemise à carreaux, et plusieurs autres photos du même homme dans le couloir, seulement avec des chemises à carreaux différentes, avec des cerfs ou des poissons pour la famille. Jusqu'à ce point, je n'avais pas vu de photo de l'homme, car je n'avais été dans aucune autre partie de la maison, seulement dans la salle de bain. Et je n'ai pas utilisé la salle de bain du sous-sol parce que retirer la combinaison de matières dangereuses est une corvée. En sécurisant la maison, fermant toutes les fenêtres, fermant toutes les portes et éteignant toutes les lumières, sauf la lumière du porche avant, j'ai vu le rideau de devant bouger et, encore une fois, j'ai vu cette même forme plus sombre que noire dans cette fenêtre de devant. La dernière expérience que je partagerai dans ce fil s'est produite à la mi-juillet dans une très mauvaise zone de Détroit. Il y a eu un incident où un homme aurait tenté d'enlever un enfant et a été arrêté par des habitants du quartier. Ces personnes ont très mal battu l'homme et il s'est échappé dans cette maison où les habitants ont rapidement appelé la police et les civils ont encerclé la maison pour l'empêcher de s'échapper. Le temps de réponse de la police dans cette zone est horrible. Les gens lancèrent des pierres à travers la fenêtre de l'homme et endommagèrent sa voiture. L'homme était très mal en point à cause de la foule et a été blessé par une pierre ou du verre et a fini par mourir dans la maison. C'était la supposition du département de police de Détroit, selon CE que l'officier m'a dit. C'était un malentendu et l'homme avait ramassé une fille qui s'était blessée en faisant du vélo. Et certains enfants qui la connaissaient ont dit à leurs parents qu'un homme l'enlevait et les gens ont réagi de manière excessive et l'homme a été brutalement battu. Le nettoyage était assez simple. Nous avons sécurisé les fenêtres, nettoyé le sang et les fluides corporels. Mais dès que je suis entré dans la maison, j'ai ressenti une vague de peur et de tristesse, comme je n'en avais jamais ressenti auparavant. Elle continuait de m'assaillir par vagues qui me faisaient trembler les jambes. Un de mes amis qui était là est arrivé en retard et n'a pas entendu l'histoire de l'officier comme moi, mais il a ressenti les mêmes sensations que moi. Tout le temps que nous étions là, nous avons vu une forme noire et une silhouette noire apparaître depuis les coins, comme si elle nous observait puis se cachait. C'était similaire à l'histoire que je vous ai racontée plus tôt à propos de la brume ou de la fumée. Nous avons également entendu de faibles appels à l'aide provenant de plusieurs zones de la maison et ceux qui ressemblaient à quelqu'un disant « S'il te plaît, arrête » et un long « non » plusieurs fois. La foule est revenue et criait à la maison, et à ce moment-là, l'activité dans la maison augmentait. Nous pouvions entendre des pas courir monter les escaliers, une porte claquer et on aurait dit que la porte d'entrée s'ouvrait et se fermait. Mais nous n'avons jamais vu de porte bouger. Le chemin des pas semblait aller de la porte d'entrée à travers le salon vers la salle de bain, montant les escaliers jusqu'à la chambre du grenier. Ce qui m'a vraiment touché, c'est que je pouvais sentir les impacts au sol, comme les vibrations de quelqu'un courant à côté de moi pendant que je nettoyais des zones, et chaque fois que j'entendais cela, une de ces vagues de peur et de tristesse me frappait. En sortant de la maison, il y avait quelques personnes sur les porches, comme il est normal de voir à Détroit en été. Les gens restaient hostiles et nous criaient des choses au hasard pendant que nous chargions la camionnette. Nous avons ignoré cela. Avant d'avoir tout chargé de la maison à la camionnette et verrouillé la porte, nous avons entendu la porte d'entrée claquer si fort que cela ressemblait à un coup de feu, ce qui a effrayé mon collègue et moi, ainsi que les personnes sur les porches, au point qu'elles sont rentrées chez elles. Quand nous sommes allés vérifier la porte,
D'une manière ou d'une autre, le verrou n'était pas fermé et nous ne pouvions pas l'ouvrir. La sensation de soulagement quand j'ai quitté cette maison était comme le jour et la nuit. À l'intérieur, j'étais anxieux, effrayé, paranoïaque, vraiment déprimé. Mais en sortant, c'était comme allumer un interrupteur. Je me suis immédiatement senti mieux et l'autre gars de mon équipe plaisantait et riait des bêtises que nous faisions normalement. Vous savez, les facéties habituelles de jeunes de 19 et 20 ans. J'ai beaucoup de ces histoires écrites en détail dans un journal que j'ai commencé après les 3 premiers mois de travail. J'ai parlé avec les autres gars des équipes et j'ai obtenu d'autres histoires d'eux aussi. Je sais que certaines de ces histoires pourraient très bien être formées par mon subconscient pour gérer des situations traumatisantes, mais certaines choses n'ont tout simplement aucune explication. Et quand j'entends d'autres membres de mon équipe me raconter leurs histoires sans être influencés par les miennes, c'est un tout autre sujet. Si j'ai le temps, je sortirai le journal et partagerai plus de mes expériences. Le travail a beaucoup empiré quand j'ai commencé le journal après 3 mois. Plusieurs de ces expériences, je crois, étaient paranormales. Beaucoup de situations ont stressé mon état mental à un point où mon masque de sanité a commencé à se fissurer. Au final, j'ai travaillé dans cet endroit pendant presque 2 ans. Quant aux gars qui étaient dans mon équipe, ils sont tous morts. 2 d'entre eux se sont suicidés et un par overdose de drogue qui pourrait avoir été intentionnel, mais nous ne le saurons jamais. Tout. Ce que je sais, c'est que lorsque 3 gars qui avaient le même âge, 19 et 20 ans, tous étaient des hommes normaux, bien ajustés, sans souci dans le monde à part les filles, les fêtes et le travail, j'ai vu chacun d'eux perdre lentement leur joie et passion pour la vie. Je sais que cela semble mal, mais les 2 qui se sont suicidés l'ont fait de manière réfléchie, de manière propre, probablement pour qu'une autre personne n'ait pas à voir les choses horribles que nous avons vues si souvent. Récemment, j'ai trouvé cette chaîne YouTube et j'ai décidé de partager un incident vraiment étrange qui m'est arrivé il y a quelques années. Voici donc un peu de contexte rapide. Ma sœur avait vécu avec ma grand-mère pendant environ 1 an avant sa mort. Elle n'avait pas vécu avec moi et mes parents pendant environ 17 ans avant cela. Elle avait 19 ans de plus que moi, une grande différence d'âge. J'avais 18 ans au moment de cet incident et ma sœur avait 37 ans lorsqu'elle est décédée en avril 2016. Ma sœur nous avait offert des colliers assortis pour mon anniversaire, de ceux qui s'unissent pour former un cœur ou un symbole de yin et yang. Le sien disait « grande sœur » et le mien disait « petite sœur ». Elle portait déjà la moitié de son collier lorsqu'elle m'a donné le mien. En juillet 2016, ma sœur est décédée soudainement d'une overdose accidentelle de drogue. Elle luttait contre la dépendance aux narcotiques depuis longtemps et ce fut très dévastateur. Quelques semaines après sa mort, ma mère et moi sommes allés récupérer certaines de ses affaires que nous voulions dans la maison de ma grand-mère. J'avais déjà en tête que je voulais trouver la moitié du collier assorti pour pouvoir avoir les 2. Ma mère et moi avons cherché parmi ses affaires et littéralement, je n'ai pas pu le trouver nulle part. Nous avons retourné sa chambre parce que j'étais très contrarié par cela. Nous avions déjà récupéré ses affaires du médecin légiste et elle ne portait qu'une montre lorsqu'elle est décédée, pas de collier. Ma grand-mère a dit qu'elle le chercherait, mais elle ne l'a pas trouvé non plus. Passons à décembre 2016. C'est notre premier Noël sans elle. Je suis en train de mettre les décorations de Noël et je pleure de temps en temps parce que toute cette année a été horrible. Je sors les chaussettes de Noël et trouve la sienne. Je décide de la mettre quand même parce qu'elle me manquait beaucoup. Mais en la sortant, je sens quelque chose de dur au bout de la chaussette. Je pense que c'est probablement un cadeau du Noël précédent et je vais sortir ce que c'est. C'est la moitié de son collier qui manquait. Littéralement, je suis resté là comme si j'avais été frappé. J'ai pensé que c'était peut-être un collier similaire, mais j'ai failli m'évanouir quand j'ai vu qu'il disait « grande sœur ». Il n'y a littéralement aucune autre façon pour que son collier ait dû ou pu se retrouver là. Ma sœur n'était pas autorisée à être dans la maison de mes parents sans surveillance parce qu'on savait qu'elle volait des pilules et elle n'était pas autorisée à avoir une clé non plus. Je suis assez sûr qu'elle n'a même pas visité la maison dans les 4 mois où nous avions les colliers avant sa mort. Sans compter que les chaussettes auraient été rangées dans notre garage toute l'année avec les autres boîtes et décorations empilées dessus. Mes parents et ma grand-mère étaient, compréhensiblement, également effrayés. Ma mère et ma grand-mère ont en fait pleuré quand je leur ai raconté. Je ne peux toujours pas expliquer comment ou pourquoi c'est arrivé là.
J'étais ravi de la voir, mais aussi un peu effrayé. Quelqu'un a-t-il vécu quelque chose de similaire à cela? Ma petite amie et moi revenions d'un long voyage en voiture. Il était environ 2 heures du matin. En conduisant sur une route rurale, mes phares ont illuminé un objet sur le bord de la route. Pensant que c'était peut-être un mouton, j'ai ralenti, car ils peuvent être très imprévisibles lorsqu'ils sont effrayés. En nous approchant, nous avons tous les deux vu qu'il s'agissait d'une personne assise sur le bord. J'ai ralenti et me suis arrêté. Ma petite amie et moi sommes descendus de la voiture et avons demandé à la personne si elle allait bien et si elle avait besoin d'aide. La femme a dit qu'elle était perdue et qu'elle ne savait pas où elle se trouvait. Elle semblait un peu effrayée, elle tremblait mais n'était pas hostile. Je lui ai demandé où elle allait et elle a mentionné le prochain village par lequel nous devions passer pour rentrer chez nous, alors je lui ai proposé de l'emmener. Nous nous sommes approchés d'elle, elle était bien habillée avec des vêtements de marque pour la randonnée, bien que sans une veste décente, seulement une de ces vestes légères qui peuvent être facilement rangées. Elle semblait être en bonne forme physique, à part son tremblement, en plus d'être propre et hygiénique. Elle ne semblait pas être une personne sans abri. Cependant, elle n'avait pas de sac à dos, donc pas d'eau, pas de carte, pas de nourriture d'urgence ni de trousse de premiers soins. Nous l'avons donc aidée à se lever et elle pouvait vraiment marcher et semblait lucide. Je n'ai pas soupçonné qu'elle avait une altération mentale due à l'alcool, aux drogues, aux médicaments ou à leur absence. J'ai également écarté une commotion cérébrale ou des problèmes psychologiques, mais c'est là que les choses ont commencé à devenir étranges. Quand nous sommes arrivés à ma voiture, elle a dit qu'elle avait besoin de se soulager avant de partir. Elle est allée vers les arbres à côté de la voiture et, après quelques minutes, ma petite amie a crié son nom et a demandé si elle allait bien. Il n'y a pas eu de réponse. J'ai pris la lampe de poche de ma voiture et je suis allé la chercher, mais après 10 minutes, nous ne pouvions toujours pas la trouver. Elle avait simplement disparu. Ma petite amie et moi sommes montés dans la voiture et nous nous sommes regardés, incrédules. Nous avons rationalisé que nous ne pouvions pas avoir halluciné tous les deux en même temps. Après tout, nous l'avions physiquement aidée à se lever et nous avions parlé avec elle. J'ai noté les coordonnées GPS de notre position et nous avons signalé l'incident au poste de police du village où elle essayait d'aller. Nous avons donné son nom et une description physique complète. Nous avons laissé nos coordonnées et demandé à être contactés en cas de nouvelles. Nous n'avons rien entendu. Il se trouve que nous sommes retournés dans ce village environ 6 semaines plus tard et nous sommes allés au poste de police pour demander s'il y avait des nouvelles. Rien. Il n'y a eu aucun signalement, aucun rapport de personnes disparues correspondant à notre description et aucun corps retrouvé. Rien. Nous avons parlé de ce qui s'est passé de nombreuses fois. Peut-être avait-elle des problèmes de santé mentale, peut-être s'était-elle encore perdue et était morte. Peut-être qu'elle a été retrouvée et est retournée au village, mais j'espère, pour l'amour de Dieu, qu'elle est en sécurité et qu'elle reçoit toute l'aide dont elle pourrait avoir besoin. En 1996, j'assistais à un cours d'éducation routière. Je ne le savais pas à ce moment-là, mais après que ma belle-mère m'a déposé, le cours avait été annulé. Quand je suis arrivé dans la rue, ma belle-mère était déjà partie. J'ai alors compris que je devais rentrer à pied. Cela faisait probablement environ 5 ou 6 kilomètres, alors j'ai commencé à marcher dans cette direction. J'étais à mi-chemin de la classe d'éducation routière lorsque j'ai remarqué qu'une Dodge Caravan marron ralentissait en se dirigeant vers moi. Normalement, je n'aurais pas prêté attention à quelqu'un qui ralentit ou passe en voiture, mais cette fourgonnette ressemblait à celle des parents d'un ami. Pendant un moment, j'ai pensé que j'échapperais à la longue marche jusqu'à chez moi, d'autant plus qu'il commençait à pleuvoir. J'ai immédiatement réalisé que ce n'était pas le cas. La personne dans la fourgonnette était un homme et il me souriait d'une manière très inconfortable. Je n'avais que 16 ans, donc je n'étais pas totalement sûr de ce que signifiait son regard, seulement qu'il me faisait peur et j'ai commencé à marcher plus vite. Il a continué à conduire et j'ai pensé que c'était tout. Quelques instants plus tard, j'ai commencé à entendre quelqu'un s'approcher de ma gauche dans un véhicule. Ils allaient assez vite. Je marchais à côté d'un grand parking vide, alors j'ai pensé que c'était quelqu'un qui accélérait juste pour s'amuser.
J'ai remarqué cependant, dans ma vision périphérique, que le véhicule avait commencé à me suivre lentement pendant que je marchais. J'ai regardé à gauche et j'ai vu que c'était le même homme encore. Apparemment, il avait fait demi-tour au feu et était revenu au parking pour me suivre. Une fois qu'il a établi un contact visuel avec moi, il a arrêté la fourgonnette et est sorti en courant pour ouvrir la porte coulissante. Puis, il a commencé à se diriger vers moi. Alors je me suis retourné et j'ai couru en direction de la classe d'éducation routière. Je l'ai entendu courir aussi, mais il s'est ensuite arrêté et j'ai su qu'il retournait à sa fourgonnette. Heureusement, je suis arrivé au coin juste à temps pour traverser la rue avec le feu vert et j'ai couru aussi vite que j'ai pu jusqu'à un McDonald's. Je savais qu'il ne pourrait pas simplement entrer et m'attraper comme un enfant. Je suis assez fort et le type semblait avoir ma taille. Je me suis accordé un moment pour respirer. Je l'ai vu entrer dans le parking et puis je me suis dirigé vers le téléphone public. J'ai appelé chez moi et espéré que ma belle-mère y soit déjà. Il n'y a pas eu de réponse, alors j'ai raccroché et je suis resté là, commençant à paniquer. 30 secondes après avoir raccroché, j'ai levé les yeux et j'ai vu un autre homme me regarder. Il était au comptoir tenant un plateau rempli de nourriture pour le petit déjeuner. Quand il m'a vu, il a semblé prendre une décision. Il s'est approché de moi et a dit « Tu as l'air très effrayé en ce moment. As-tu besoin d'aide ?» Je lui ai dit qu'un homme me suivait et que je ne savais pas quoi faire. Et il m'a dit « Je te promets que je ne te ferai pas de mal. Je veux juste t'aider. Je peux te ramener chez toi. » À ce moment-là, j'étais tellement terrifié et confus que j'ai dit « Tant pis » et j'ai pris le risque. Je n'avais aucune idée de ce que je pouvais faire d'autre à ce moment-là. Il m'a ramené chez moi sans incident. Il m'a seulement demandé des directions une fois. Quand nous sommes arrivés chez moi, il a dit « Puis-je te demander une chose en échange ?» J'ai immédiatement eu de nouveau peur. Je pensais qu'il allait me demander de faire quelque chose et je voulais juste sortir de la voiture. Mais je lui ai alors dit « Oh, d'accord ». Il a dit « Je suis témoin de Jéhovah. Tout ce que je demande, c'est que si l'un d'entre nous vient à ta porte à l'avenir, s'il te plaît, ne la ferme pas brutalement. » Je lui ai dit que c'était d'accord. Je l'ai remercié profondément et je suis sorti en courant de la voiture vers ma maison. Je ne suis pas une personne religieuse, je ne l'ai jamais été, mais grâce à sa gentillesse, je ne claque jamais la porte au nez de quiconque vient chez moi, quelle que soit leur religion. Je les laisse parler un peu, j'explique ma position personnelle sur la religion et je leur raconte habituellement une version modifiée de cet incident et ils partent toujours contents. Alors je suppose que c'est tout ce qui compte vraiment. J'ai une histoire qui est un peu effrayante. Cela ne me semble pas tellement effrayant, mais la plupart des gens à qui je la raconte finissent par grimacer de dégoût et un frisson visible leur parcourt les os. Je l'ai également entendue de seconde main, donc je ne peux ni corroborer ni infirmer l'histoire, mais je la trouve fascinante si elle est vraiment vraie. Je pense toujours qu'il faut un peu de contexte, alors quand j'étais bébé, âgé de moins de 2 ans, ma mère est tombée très malade. Elle est allée chez le médecin et on lui a diagnostiqué un cancer. Le médecin lui a dit que le pronostic était sombre, mais qu'il ferait tout leur possible. Les gens ont toujours survécu à des choses pires. À ce moment-là de sa vie, elle avait 42 ans, essayant de divorcer de son mari drogué et inutile, qui n'apparaissait que pour lui voler tout son argent et, une fois, me kidnapper, moi, son bébé, pour demander une rançon. Mais c'est une autre histoire pour un autre jour. Elle travaillait dans 3 emplois, en essayant de subvenir aux besoins de ses 7 enfants dans un appartement de 2 chambres. Ses 2 enfants les plus âgés pouvaient se débrouiller seuls, mais ils avaient tous 2 des difficultés dans la vie et avaient généralement besoin de son aide. Son fils aîné, âgé de 11 ans, voulait explorer le monde croissant des jeux vidéo et jouer à la Sega Genesis. Il était obligé d'élever son frère de 7 ans et moi, le bébé. Sa sœur de 14 ans ne voulait pas le faire, et sa sœur de 16 ans venait d'avoir son propre bébé. Elle n'avait pas d'assurance maladie, car les emplois qu'elle avait étaient chez McDonald's et d'autres endroits de restauration rapide, et elle nettoyait un hôtel. De plus, elle n'avait pas d'argent, et ce qu'elle avait, elle le consacrait à des tâches spécifiques. Je ne prétends pas avoir la moindre idée de ce qui passe par l'esprit d'une personne lorsqu'on lui annonce une telle nouvelle. Je sais qu'en fin de compte, elle a choisi le chemin difficile et a laissé le cancer suivre son cours. Ce n'est pas que lutter contre lui ou pomper du poison dans ton corps, tomber malade, s'affaiblir et perdre ses cheveux soit le chemin facile, mais dire
C'est bon, je vais mourir bientôt et ça me va, est une décision incroyablement difficile à prendre. Les humains sont très persistants et résistants. Nous ne nous rendons pas facilement. Si nous pouvons rester debout et nous battre, nous le ferons généralement, surtout si cela signifie nous sauver nous-mêmes ou nos proches. Alors elle a fait son devoir de mère et a cherché un foyer pour ses enfants. Ses 2 filles aînées ont déménagé et trouvé leur propre place. Celle de 16 ans a emménagé avec le père de son enfant et les parents de celui-ci. Le plus jeune a été pris en charge par un cousin. Les 2 fils aînés ont emménagé avec une sœur et son frère cadet est allé au tribunal avec son mari pour obtenir la garde du bébé. Maintenant, elle était prête. Il ne s'est pas écoulé beaucoup de temps. Quelques mois après le diagnostic, d'après ce que j'ai entendu, elle a emménagé dans un hôpital et a été mise sous perfusion de morphine pour aider à soulager la douleur. À ce moment-là, j'étais déjà bien acclimaté à ma nouvelle situation de vie. J'avais plus de jouets que je n'en avais jamais vu de ma vie et je jouais avec tous. On m'habillait tous les matins, au lieu de seulement si nous allions quelque part. Il m'a fallu un certain temps pour arrêter d'aller directement à la porte après m'être habillé. J'étais habitué à manger des biscuits et d'autres friandises que mon frère de 11 ans, sans le savoir, pensait être bon pour moi. Mais après le déménagement, je mangeais comme un roi. Des repas complets, des légumes, des fruits, des protéines, des glucides. J'adorais tout. Un jour, j'étais assis dans le salon à sortir des jouets d'un coffre et à jouer avec chacun à son tour. Ma tante était assise sur le canapé à me regarder jouer, probablement en regardant la télévision ou quelque chose comme ça aussi. De l'autre côté de la pièce, j'avais un de ces téléphones jouets avec un cadran et des roues, les blancs avec un visage souriant et un haut-parleur rouge et une corde pour le tirer. Selon ma tante, le téléphone a commencé à sonner alors que personne n'était à proximité. Un peu étrange, je sais, car je ne pense pas qu'il fasse du bruit à part le cling lorsque tu tournes le cadran, mais elle a dit qu'il a commencé à sonner. Après 1 minute, j'ai traversé la pièce, je l'ai ramassé et j'ai dit « Bonjour maman, est-ce l'heure ?» « D'accord, je sais. Je serai un bon garçon et j'écouterai tante et oncle. Je t'aime, maman. » J'ai raccroché et j'ai regardé ma tante et lui ai dit « À toi » et je suis retourné à mes jouets. Avant de m'asseoir, le téléphone de la maison a recommencé à sonner. Ma tante a répondu. C'était l'hôpital qui appelait pour dire que ma mère était décédée environ 5 minutes auparavant. Je ne sais pas si c'est nécessairement effrayant, mais je te laisse décider. Ma tante fumait-elle quelque chose ? L'âme de ma mère atteignait-elle vraiment sa dernière force à travers un téléphone jouet pour parler une dernière fois à son bébé ? Suis-je peut-être médium ? Ou étais-je simplement un petit enfant avec plus de connaissances sur son petit monde qu'il ne le laissait paraître, faisant semblant au bon moment de parler à sa mère qu'il avait à peine vue depuis des mois, et chaque fois qu'il le faisait, elle semblait beaucoup plus vieillie, avec la peau plus ridée et flasque, les câlins et les bisous manquant de la même force qu'avant, moins de mots dits, moins de temps passé à chaque visite. Je crois vraiment que les enfants sont beaucoup plus intelligents que la plupart des gens ne le réalisent. Assez intelligents pour savoir quand quelque chose ne va pas, quand quelqu'un est malade et que les parents sont anormalement gentils pour couvrir un divorce imminent. Peut-être pas à 2 ans, mais quand même. Merci de m'avoir écouté. J'espère que mon histoire t'a donné des frissons ou au moins t'a offert quelques minutes intéressantes. Je vous remercie pour votre attention. Pour donner un peu de contexte, je vis dans une grande ville et actuellement, je ne conduis pas beaucoup en raison de problèmes continus avec ma voiture. De plus, la pandémie m'a fait recourir davantage aux applications de livraison en général. L'autre jour, vers 13h, j'ai donc décidé de commander quelque chose pour le déjeuner après avoir fait beaucoup de ménage. J'ai passé une commande sur Uber Eats et trouvé quelque chose à regarder pendant que j'attendais ma nourriture. En quelques minutes, un conducteur a accepté la commande. J'ai immédiatement remarqué que le conducteur, Anthony, était à vélo, n'avait pas de photo de profil ni de livraison à son actif. Au début, je ne me suis pas alarmé, cela m'a presque semblé amusant, comme si c'était la première fois que quelqu'un faisait une livraison. Mais ensuite, 30 minutes complètes se sont écoulées sans mouvement du conducteur dans l'application, et à ce moment-là, j'ai pensé qu'il pouvait y avoir un problème ou que le conducteur était bloqué. J'ai contacté le support via l'option de chat, et ils ont fini par assigner un nouveau conducteur car ils ne pouvaient pas localiser le premier. Étrange, mais je l'ai laissé passer. C'est à ce moment que les choses ont commencé à devenir un peu plus étranges.
Le nouveau conducteur assigné se trouvait au même endroit que le conducteur original et était également à vélo, sans photo de profil ni livraison précédente. Ce conducteur s'appelait Laurie. J'ai laissé passer encore 20 minutes sans mouvement du conducteur avant d'envoyer un autre message et de demander s'il y avait un problème avec ma commande. L'application a montré que le conducteur avait vu le message, mais je n'ai reçu aucune réponse. À ce moment-là, je vérifiais si Uber Eats rencontrait un type de problème, et bien que je me sentisse bizarre, j'avais surtout faim. J'ai donc de nouveau contacté le support pour demander de l'aide. Ils ont de nouveau réassigné le conducteur et se sont excusés pour tout inconvénient. Finalement, le troisième conducteur assigné était dans la même situation. Même lieu, à vélo, sans photo de profil ni livraison précédente. Sauf que cette fois, le nom était Robert. Avant de pouvoir réagir et annuler la commande, car j'en avais assez de cette situation, j'ai soudainement reçu ma nourriture et il m'a immédiatement envoyé un message disant « Bonjour, j'ai ta nourriture, quel est ton numéro de téléphone ?» J'ai répondu immédiatement en disant que je ne me sentais pas à l'aise de donner mon numéro de téléphone alors qu'il pouvait simplement m'envoyer un message via l'application. Il a répondu de nouveau « Quel est ton numéro ? Je serai là dans 10 minutes. Quel âge as-tu » À ce stade, les alarmes ont commencé à retentir et j'ai contacté immédiatement le support pour annuler la commande et obtenir plus d'assistance. Ils m'ont mis en relation avec l'équipe de sécurité d'Uber qui m'a informé que la commande avait été annulée et qu'ils me rembourseraient. Ils ont commencé à prendre les détails de ces interactions étranges. Pendant que je donnais à la femme au téléphone les informations dont elle avait besoin, je commençais à me calmer, pensant que ce n'était qu'un harceleur ou quelque chose de similaire. Et à ce moment-là, j'ai entendu la voix d'un homme à ma porte. « C'est Metal Gear 469, j'ai ta nourriture. » Je ne peux pas décrire le frisson qui a parcouru ma colonne vertébrale à la manière dont il l'a dit. Pour aggraver les choses, la femme de la sécurité d'Uber au téléphone l'a également entendu et a dit « C'est lui, nous avons annulé la commande. » J'ai passé la tête par la porte principale était lourde mais ouverte et une porte en métal avec une moustiquaire était fermée et verrouillée, mais nous permettant de nous voir. Je l'ai bien regardé et quand il m'a vu au téléphone, il est passé de sourire à furieux. Il s'est soudainement approché de la porte et n'a cessé de demander avec qui je parlais au téléphone. À ce moment-là, j'ai commencé à lui demander de partir, car il me mettait mal à l'aise. Il s'énervait de plus en plus et a commencé à frapper à ma porte, à saisir la poignée et à crier pour que je le laisse entrer. La femme au téléphone me demandait si j'allais bien. L'homme continuait à crier, donc j'étais en mode panique totale et j'ai rapidement fermé la porte lourde pour la bloquer. L'homme est devenu presque agressif en donnant des coups de pied à ma porte. La femme au téléphone m'a dit d'appeler la police. Finalement, il s'est éloigné de ma maison après 1 minute, est revenu sur le trottoir, et pendant un moment, j'ai pensé qu'il allait partir. J'ai terminé ma conversation avec la femme de la sécurité d'Uber pour qu'elle puisse déposer un rapport. Une fois qu'elle l'a fait, j'ai appelé la police et leur ai raconté ce qui s'était passé. Ils m'ont dit que si cela se reproduisait, ils enverraient un officier. J'ai fini par les rappeler et donner un rapport complet, ainsi que la description de l'homme car il n'est pas parti immédiatement. Il est resté dans mon quartier pendant presque 20 minutes, selon une de mes voisines, après avoir entendu les cris et vu l'homme que j'avais décrit marcher de chez moi jusqu'au trottoir, puis monter dans une autre camionnette avec un homme sur le siège passager. Apparemment, ils se sont juste assis là à regarder les passants, étant incroyablement suspects. Ensuite, ma voisine est venue chez moi et m'a demandé ce qui s'était passé. Heureusement, elle a pu donner à moi et à la police une description du véhicule et de l'autre homme aussi. En gros, c'était une expérience très étrange et inconfortable que je voulais partager. Peut-être pour voir si quelqu'un a vécu quelque chose de similaire parce qu'honnêtement, je suis encore assez secoué et j'éviterai les applications de livraison pendant un certain temps. Donc, au conducteur étrange d'Uber Eats qui m'a demandé des informations personnelles et a ensuite tenté d'entrer chez moi, s'il te plaît, ne nous rencontrons plus jamais.